Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à Espace littéraire. Notre auteur que nous recevons aujourd'hui a plusieurs cordes à son arc, coach en images, consultante en communication d'entreprise, entrepreneur et maman de 4 enfants. China Donia est la vitrine de la femme gabonaise ou tout simplement de la femme africaine. Elle a mis sur le marché donc une œuvre, une bande dessinée intitulée « C'est maman qui commande ». Pour en parler, donc, nous recevons l'auteur. Bonjour China Donia. Bonjour. C'est maman qui commande qui? Les enfants, évidemment. Alors, d'où vous est venue justement l'idée de faire paraître donc cette bande dessinée? Justement, pourquoi une bande dessinée? Déjà, pour permettre aux petits et aux grands de lire le même ouvrage. Si j'avais écrit un simple livre avec du texte et pas des images, j'aurais perdu les enfants. Et le message s'adresse en partie à eux. Je sais qu'il y a des adultes comme moi qui ont grandi en lisant énormément de BD, qui continuent de lire les BD. Je lis celles de mes enfants. Et je me suis dit que ça peut être un livre qui se partage. Et puis comme le livre se lit à partir de 7 ans, qui est l'âge auquel on commence vraiment à bien lire, je me suis dit que ça permettrait aux parents de partager ces moments de lecture avec leurs enfants, d'où le format BD. Ensuite, pourquoi ce livre-là? Pour répondre à plein de questions. China, comment tu fais avec 4 enfants? Pour casser aussi, changer la narration autour de la représentation qui est faite de la femme noire, de la maman noire, qui est souvent caricaturée en boubou, babouche, le bâton à la main, du moins en Occident. On n'est pas vraiment vu dans les bandes dessinées avec toute la diversité qui peut nous représenter. Donc je tenais absolument à changer aussi ça. Et ayant grandi en lisant des Tom Tom et Nana, des Tintin, des Picsou, il n'y avait pas un seul personnage qui soit me ressemblait ou ressemblait à nos parents. Même quand on regardait les Disney, d'ailleurs dans la plupart des Disney, il n'y a pas de parents, ils sont morts, ou alors on va voir juste les mollets des parents, mais il n'y avait rien qui nous ressemble. Et je me suis dit, c'est bien dommage que nos enfants lisent des livres dans lesquels ils ne se voient pas. Donc j'ai aussi écrit C'est maman qui commande pour que nos enfants se voient, qu'ils vivent dans la diaspora comme les miens ou qu'ils vivent ici en Occident, qu'ils parcourent cette BD et se disent « Oh, on dirait moi, on dirait mamie, on dirait papy, on dirait papichou », enfin c'est les petits noms que nous on donne nos enfants au Gabon, et surtout la maman, on dirait maman. Ou alors on dirait tata tel. Donc une question de narration à changer, de représentation pour nos enfants, d'identification, et peut-être pour susciter des vocations aussi chez nos plus petits autour des métiers créatifs. Donc moi je ne suis plus un enfant, comme vous le disiez, j'ai un autre métier que je fais depuis bientôt 20 ans, mais je me suis dit oui, si je veux écrire un livre à mon âge, why not? Alors si quelqu'un a 16 ans aujourd'hui ou 8 ans et qu'il a toujours voulu embrasser une carrière créative, j'espère que ce livre sera aussi un encouragement à oser, parce qu'on a besoin de plus de monde. C'est un boulevard qui est ouvert et on est très peu nombreux. Ma seule référence vraiment dans le monde de la BD, c'est-à-dire une femme noire, africaine et francophone, elle est ivoirienne, c'était Marguerite Aboué. Et on adore ses œuvres, Aya Diop-Pougon et Akissi. Mes enfants les ont tous lus. On a son DVD en 2 exemplaires. On était hier à Yopougon et ma fille dans la voiture disait « Moussa est où? Où est Moussa ?» Ouais, Akissi. Moussa, un personnage donc de Aya de Diop-Pougon. Cherche Akissi, Aya, on essaie de lui expliquer, il n'existe pas. Mais si, maman, il est forcément quelque part et tout. Et c'était la première chose qu'ils avaient en tête quand on a préparé ce voyage, croiser Aya et croiser Akissi. Mais parce qu'ils se retrouvent tellement dans ces personnages, dans leur manière d'être, de parler. Je ne sais pas si vous avez regardé le film, mais il y a une scène de fin quand le papa rentre de Yamoussoukro pour revenir à la maison et les enfants de son 2e bureau ont été déposés chez lui. C'est pas des choses qu'on va voir dans les BD en France. Il l'accueille en chantant papa de papa. Nous au Gabon, on disait maman est venue, chocolat et bonbons. Mais ça a été un moment tellement émouvant pour moi en voyant ça à la télé. Et je me suis dit c'est tellement on point. Nos enfants ont besoin de ça. Et c'est pour ça qu'on ne s'arrêtera pas non plus à un seul exemplaire de C'est maman qui commande. Il y aura plusieurs tomes pour que nos enfants continuent de se voir dans les BD, se disent nos histoires sont aussi belles que celles de Picsou, Tom Tom et Nana. Les gens nous voient. Et si un enfant en Finlande, par exemple, lit C'est maman qui commande, j'espère qu'il va aussi changer sa vision des mamans noires et se dire tiens, peut-être qu'elle n'est pas si différente que je pensais de ma maman Inge. Ou au contraire, ma maman est peut-être un peu trop gentille, voilà. Changer la vision justement de l'image de la maman noire, est-ce pour la raison pour laquelle vous avez choisi donc cette première de couverture avec une femme africaine, on peut dire moderne, qui commande?
Déjà sur la couverture, c'est tout moi. Donc généralement, je porte un jean, ce qui est le cas aujourd'hui. Je m'en doutais bien. Des escarpins, ce qui est le cas, un t-shirt, une chemise, une veste. Ce sont mes enfants. Qu'est-ce que ça exprime pour vous? C'était vouloir être authentique. Et pourquoi pas en pagne avec Parce un que je ne foulard? m'habille pas forcément comme ça tous les jours. Je vais porter un pagne le dimanche pour faire le ménage, mais quand on feuillette la BD, c'est notre quotidien de cette famille afro-parisienne et cette maman qui aussi entre fermeté et amour. Je suis une maman très aimante, comme toutes nos mamans, même si beaucoup de nos mères ne verbalisent, et papas ne disent pas leur amour, ils font leur amour, c'est dans les actions. Mais moi j'ai grandi en voulant entendre ça, et je ne l'ai pas entendu quand j'étais enfant. D'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, on rigole avec des amis que « Oh, ton père t'a gardé qui t'aime. Et où ça ?» Mais il va t'encourager. « Ah, c'est bien ma fille, je suis fière de toi. » Mais c'est très dur. Mais ça vient aussi d'un contexte culturel et d'un cadre de référence où ce n'était pas notre manière d'aimer. Nos parents nous aiment par les actes qu'ils posent, qui peuvent paraître durs, mais sont des actes d'amour. Donc moi, j'ai voulu donner à mes enfants ce que j'ai pas reçu, donc les câlins, les bisous, les papouilles, et garder aussi ce côté très ferme. Et donc c'est cette réalité qui fait que je suis habillée comme je m'habille dans la vie de tous les jours, et mes enfants sont comme ils sont tous les jours dans la BD, sauf que notre village, c'est Paris. Donc on reconnaît le métro parisien, le quartier Montmartre où on habite, Châteaurouge où on va faire nos courses de bananes, plantains, de feuilles de manioc, etc. C'était aussi, peut-être quand on vit ici et qu'on est petit, on a une tantine qui est en France, on fantasme sur leur vie, on se dit ils habitent dans des châteaux, des maisons en étage, il y a la neige. Enfin moi quand j'étais enfant j'imaginais tout et rien. On avait toujours cette tante trop belle qui sent le parfum, qui rentre de France, qui a un tissage, et je voulais juste qu'elle soit ma mère. On trouvait nos mamans nulles, on voulait cette vie. Moi je voulais juste leur montrer que même en France on gronde tout le monde là-bas pareil. On fait le ménage pareil, voilà, maman ne change pas, peu importe l'endroit du monde où elle est. Donc cette cover n'est que la représentation de la réalité. Mais quand on la regarde bien, vous reconnaîtrez que c'est un fauteuil Louis XIV. Et la Gabonaise que je suis a gardé en tête que le feu président Omar Bongo recevait en audience, toujours dans un fauteuil Louis XIV. Mais au lieu des tapisseries françaises, j'ai mis un imprimé de raffia qu'on appelle le Kuba, qui vient de la région du Bas-Congo. Et c'était pour m'imposer un peu de manière dictatoriale, si maman le bosse, sans dire que nos présidents sont des dictateurs, mais c'était des chefs. On les appelait d'ailleurs patrons et ça ne se discutait pas. D'où la scénographie et les enfants derrière qui ont l'air un peu effrayés. Alors, avant d'aborder donc la trame de cette bande dessinée, est-ce que vous pouvez me parler du travail? Combien de temps ça vous a pris? Il y a le texte, il y a l'image. Avec qui vous avez travaillé donc sur la réalisation de ce projet? Alors, moi j'ai écrit en fait cette BD sans savoir que j'écrivais un livre. Donc mes enfants, comme tous les enfants, des fois font des choses qui sont drôles ou disent des choses drôles et réflexes. Je vais sur Facebook, ah aujourd'hui j'étais au supermarché, on a vu une petite fille blanche qui faisait la folle et tout, Nathan a dit, ah maman, mais pourquoi machin, on parlait de Pascal le grand frère, je ne sais pas si vous connaissez cette émission où des ados font des crises pas possibles. Il dit, mais pourquoi maman ne vient pas te chercher dans cette émission-là? Ou alors il va me dire, mais pourquoi il n'y a jamais de famille noire dans ces émissions? Et moi je réponds, mais ça va commencer où en fait? Et quand on regarde ces émissions, il n'y a jamais d'Africains dedans, il n'y a pas d'Afro-descendants. La seule fois que j'en ai vu un, je pense, c'était un Ivoirien d'ailleurs, qui était le petit ami de la sœur de l'adolescent qui faisait des problèmes. Et il a voulu régler ça à l'africaine, gronder le petit, et ça a fini en bagarre. Donc moi je notais en fait plein d'anecdotes de mes enfants que je publiais. Et Facebook a cette manie de nous renvoyer à des souvenirs d'il y a 7 ans, 5 ans. Et j'ai relu, ça m'a tellement fait rire. Je suis remontée dans les souvenirs, je me suis dit, oh, j'avais oublié ça, mais ça c'est trop bien. J'ai tellement rigolé, je me dis, mais j'ai de la matière pour faire quelque chose. Ben, je vais m'en servir. Et réflexion faisant, je me suis dit, tiens, je vais en faire un livre. Mais comme je disais, pour que les petits et les grands le lisent, tiens, on va faire une BD. Moi, je n'ai pas dessiné. Je fais un rond comme ça, des pieds, et je me dis, je fais un bonhomme. Donc 2 ans pour trouver l'illustratrice. Le Covid n'a pas aidé, donc ça a freiné un peu plus les choses. Mais en tout, c'était 2 ans pour écrire, illustrer et imprimer. On a choisi le pays de Tintin, donc la Belgique, qui est extrêmement connue dans le monde pour son travail qualitatif dans l'impression et dans l'univers de la bande dessinée aussi. Et puis on a trouvé un éditeur, donc on était en contact avec des maisons d'édition en France. Et puis un éditeur ivoirien nous a proposé de nous accompagner dans cette belle aventure. Donc il s'agit de Coast to Coast. Et c'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire a la primeur de cette tournée en Afrique. Parce que le public ivoirien a bien accueilli le projet, a été très solidaire
de toutes ces histoires que nous voulions raconter. Et nous sommes très fiers que ce soit un éditeur africain qui nous accompagne. C'est Maman qui commande, c'est une mère qui mène à la baguette ses enfants, un mélange d'humour et d'amour, comme on peut le constater donc dans cette BD. Parlez-nous un peu de cette maman, parlez-nous de son quotidien et de ses enfants qu'elle commande tant. C'est une maman qui travaille, comme toutes nos mamans. Même quand on dit femme au foyer, elle travaille, juste que ce travail n'est pas rémunéré. Moi, je suis entrepreneur digital, donc je peux travailler d'à peu près partout, à commencer par ma chambre. Je peux avoir des Zoom calls, des réunions, etc. C'est une maman qui est très ancrée dans sa culture africaine, même si elle vit en Occident. C'est une maman qui est très protectrice. C'est une maman qui est ferme, mais qui est aussi très aimante. Et donc c'est vraiment ce mélange de tous ces aspects de ma manière d'être maman que je voulais rappeler là-dedans. Et c'est une maman aussi qui a gardé en héritage la manière dont sa mère était mère et sa grand-mère était mère. Et pour que le cordon ombilical reste intact, je me dois, de par la cuisine, la musique, l'éducation, les principes. À table, mes enfants sont souvent angoissés parce que je vais commencer des trucs à parler des ancêtres. On va pas sortir de table avant 15h. Je dis oui. Est-ce que tu connais ton arrière-grand-père qui l'avait fait ci? Oui, maman, je sais, tu nous as expliqué qu'il avait disparu en vampire. Je dis non, c'est pas vraiment ça. Et je commence à théoriser sur qu'est-ce que c'est le vampire. Ouais, mais c'est la magie noire. Je dis non, la magie noire, c'est pas chez nous. Et en fait, je tiens tellement à faire cette éducation-là et ce pont entre l'Afrique et l'Occident où on vit, que oui, j'ai voulu aussi le partager parce qu'étant sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens me disent « Ah, Sheena, tu as de la chance d'être née au pays, d'avoir grandi là-bas et d'avoir quelque chose à partager à tes enfants. » Nous, on a quelque chose qui est complètement coupé pour être né ici et parfois n'être jamais allé en Afrique. Comment on transmet cette africanité à des enfants quand nous-mêmes, on ne l'a plus? Et comment ces enfants peuvent évoluer en Occident en étant fiers de leur africanité, fiers de leur origine? C'est très difficile, voire impossible. Alors, à l'ère justement de la mondialisation, en quoi est-ce que l'africanité peut apporter un plus à un Africain qui vit en Europe, par exemple? Sans me tromper sur l'adage, je dis pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où l'on vient. Quand on sait d'où l'on vient, on a un sentiment d'appartenance à quelque chose de très solide. On n'a pas une identité qui est brouillée, comme une fréquence internet qui est brouillée ou un réseau téléphonique qui est brouillé. On sait d'où on vient, on sait à qui on appartient. Moi, je suis fan du Gabon. L'origine et la traduction littérale du mot fan, c'est fier. Enfin, quelqu'un qui est un fan, il est voilà comme ça. Et donc, nous, on nous éduque avec cette parfaite connaissance de qui nous sommes, cette fierté. Et d'ailleurs, on dit vous êtes trop fiers. On ne peut pas dire aux Corses qu'ils sont trop fiers d'être Corses. On est très ancré dans cette africanité-là et cette culture fan. Évidemment, on va nous donner un nom qui a une signification. Moi, je connais le sens de mon nom parce qu'on me l'a expliqué quand j'étais enfant. Il signifie la petite fenêtre qui donne sur la lumière. Et comme ma grand-mère m'a expliqué, elle me disait avant on avait des garde-manger pour garder au frais les aliments et ils étaient complètement hermétiques, mais on faisait un petit trou dans le mur qu'on bouchait avec un épi de maïs séché. Et quand on l'ouvrait, la lumière entrait un petit peu pour éviter l'humidité, on prenait les provisions et on refermait la porte et ce tabac. Et elle me dit c'est ça le sens de ton nom, la petite fenêtre qui donne sur la lumière. Et plus je grandis, je me suis rendu compte, j'apporte de la lumière dans la vie des gens, je suis obligée d'honorer ce nom. Mais ma grand-mère a tellement pris le temps de me l'expliquer. Moi, je sais d'où je viens, qui sont mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien et de moins bien. Je connais mon clan et je l'enseigne à mes enfants. C'est les premières choses, on me dit, on est Mwanza. Je veux dire, tu es l'enfant de qui? Onungwaneyeve. Tu viens d'où? Au Nongwanozayon, tu viens de quel clan? Et ce sentiment d'appartenance fait que quand on croise un autre qui est du même clan, on sait. Et quand on est ailleurs, on n'a pas peur parce qu'on sait d'où l'on vient et on n'a pas besoin d'être légitimé ailleurs parce qu'on sait que loin chez nous, même si on vit en Occident, on appartient à quelque chose de très noble et de très fort. Parlant de culture africaine, dans nos contes et légendes, il y a toujours la morale de l'histoire. Alors, la morale de l'histoire de ces mamans qui commandent? Vaut mieux pas discuter, c'est la chaotte qui maîtrise la piste. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en Oshi. Et que si on veut vivre longtemps, voilà, si on veut vivre longtemps, dans tous les sens du terme, vaut mieux faire ce que maman dit, c'est plus intelligent. Et puis surtout, il paraît qu'on a une bouche et deux oreilles pour une raison, pour écouter plus. Donc si les enfants écoutaient 2 fois plus qu'ils n'ont envie d'objecter, ils apprendraient. Parce que
quoi que les parents nous disent, il y a une leçon cachée derrière. Il y a toujours, c'est un apprentissage. Mais c'est vrai que la télé, on n'est dans pas, les copains, on veut, et puis quand on commence à grandir, on veut se rebeller un peu. Et surtout, peut-être l'autre morale, mais les enfants sont trop petits pour que j'en parle, c'est qu'un jour, nos parents ne sont plus là. Et là, on tuerait pour avoir leur avis, pour qu'ils nous appellent juste pour nous dire « donne-moi la télécommande là ». Mais quand ils nous appelaient « maman, on râlait. Donc il vaut mieux profiter de toutes ces choses et ces moments avec nos parents parce qu'ils en savent plus que nous. Ils ont grandi avant nous, ils ont été enfants avant nous. Et peut-être qu'on pense qu'ils sont là pour nous frustrer, mais ils sont là pour nous donner des repères. C'est peut-être ça la morale. Ma mère, à moi, me disait toujours tu ne peux pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Quand je faisais quelque chose et que je voulais... Il vaut mieux regarder comment il fait la grimace et apprendre à la faire. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu un plaisir à recevoir pour vous China Donia. Elle est à Abidjan pour nous présenter donc C'est Maman qui commande, une bande dessinée. La petite fenêtre qui donne sur la lumière, on a eu beaucoup de plaisir à te recevoir. Pareillement. Bon séjour à Abidjan, bon vent donc à C'est Maman qui commande. Merci beaucoup.